20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique sur Fréquence ESJ. Ce soir, on est jusqu'à 21h avec Natalia Pouzyreff, députée La République En Marche de la 6e circonscription des Yvelines. Bonsoir Natalia Pouzyreff. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On fait le tour de l'actualité ensemble au programme. Les indicateurs de l'épidémie en hausse depuis quelques jours. Ils étaient pourtant stables depuis plusieurs semaines. Alors, faut-il mettre en place plus de confinements locaux comme dans les Alpes-Maritimes depuis hier, ou faut-il des mesures encore plus fortes? On voit ça avec vous, Natalia Pouzyreff, juste avant de faire le point sur la campagne de vaccination. L'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble. Ce sont les mots de la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle a demandé une enquête sur cet islamo-gauchisme dans les universités françaises. Un mot et un concept qui, on le verra, divise. Avant de s'arrêter sur la loi bioéthique que vous connaissez bien, Natalia Pouzyreff, on fera le point aussi sur la détresse des étudiants. Financièrement et humainement, le gouvernement est-il vraiment les étudiants dans cette crise? On verra ça ensemble. Vous pouvez réagir et poser vos questions à Natalia Pouzyreff tout au long de l'émission. Pour ça, hashtag Fréquence ESJ sur Twitter ou sur notre page Facebook. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Natalia Pouzyreff. C'est parti. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Pour commencer 20h l'invité, on va s'arrêter rapidement ensemble sur une des actualités fortes de ce mardi 23 février. C'est le mot du jour choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ. Et ce mot, c'est Rix. Une jeune fille de 14 ans est morte cette nuit après avoir été gravement blessée. Elle avait reçu un coup de couteau lors d'une rixe entre bandes rivales dans l'Essonne. Et cet après-midi, une nouvelle rixe entre une soixantaine de jeunes a fait un autre mort à Boussy-Saint-Antoine, toujours dans l'Essonne. Natalia Pouzyreff, les rixes se multiplient. On se rappelle Yuri, gravement blessé le mois dernier. Qu'est-ce que le gouvernement fait concrètement pour faire face à ces violences ? Alors je crois que malheureusement c'est pas un phénomène forcément nouveau, c'est la montée en violence qui est nouvelle et qui fait que effectivement les jeunes arrivent armés et avec la volonté de commettre effectivement des violences à autrui, et il n'y a plus de limite. Et là-dessus, la première réponse est toujours avant tout l'éducation, parce que il n'y a que par là où on peut apprendre à respecter. Donc qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Et concrètement, après, c'est forcément d'assurer une présence et une proximité au quotidien. C'est ce que fait déjà la police, mais la renforcer encore et encore. Et ce que fait le gouvernement, là, c'est de mettre dans certains quartiers difficiles plus de médiateurs. Les médiateurs, c'est pas la panacée, mais finalement, quand on parle avec les gens sur le terrain, ils trouvent qu'il y a des vertus. Et je pense qu'il faut multiplier les interlocuteurs. Il y a les policiers déjà, mais des médiateurs, des personnes qui sont en charge aussi de l'accompagnement social des familles, l'accompagnement des familles également, et multiplier les intervenants sur le terrain. Merci Natalia Pouzyreff. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. Dans quelques instants, on se penche un peu plus en profondeur sur l'actualité et notamment sur la possibilité de reconfinement. Juste avant, pour mieux aborder ces sujets avec vous, Natalia Pouzyreff, on revient sur votre parcours d'ingénieur lors de vos débuts professionnels au poste à responsabilité dans des grands groupes avant de rejoindre l'Assemblée nationale en 2017 en tant que député. On rentre dans les détails de votre parcours avec Théo Grévin. Bonsoir Théo. Bonsoir Manon, bonsoir Natalia Pouzyreff. Vous êtes donc diplômée de l'École supérieure d'optique et une grande partie de votre carrière, on l'a dit, vous l'avez effectuée dans des grands groupes. Cette expérience, est-ce qu'elle est indispensable pour entrer et être légitime à l'Assemblée ? Alors, elle n'est pas du tout indispensable, mais justement, elle donne cette ouverture sur le monde de l'industrie qui peut être appréciable, et surtout dans des secteurs comme la défense. Et c'est donc pas par hasard qu'à l'Assemblée, je siège à la commission de la défense. Donc on peut dire que ça m'a donné une légitimité par rapport au sujet que je traite. Et les intervenants que je côtoie aussi, qu'ils soient français ou étrangers, bien sûr, ça m'a permis d'avoir un solide background, si vous voulez, pour aborder certains sujets qui sont complexes. Est-ce que c'est ce qui manque à certains députés de la majorité ? C'est un groupe qui est très jeune, ils ont des carrières moins étoffées. Est-ce que c'est ce qui manque aujourd'hui ? Alors les plus jeunes, ils montent en puissance au fur et à mesure. Ce ne sont pas forcément les députés les moins actifs, je dirais peut-être même au contraire. Mais moi, je crois que c'est pour ça qu'il faut de tout. Il faut
avoir du nouveau monde, mais de l'ancien monde aussi, parce qu'on est riche de nos diversités, puis de nos expériences différentes. Moi, je crois que effectivement, c'est bien pour un député d'avoir un parcours dans la vie tout court, qui est permis d'être un enseignant, infirmière. On a une diversité de parcours, mais je trouve que c'est bien qu'on ait eu un métier, une vie avant. C'est ce qui fait qu'on peut dire qu'on fait partie des vrais gens. J'ai vu qu'il y a eu une polémique, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Twitter là-dessus, où je crois que c'est autour d'Arnaud Montebourg. Il y a une idée de dire, voilà, on va faire venir des vrais gens. Moi, je suis désolée, je considère que je fais partie des vrais gens. Alors justement, votre vie d'avant, vous avez passé 17 ans chez Thales, groupe spécialisé dans l'aérospatial. L'arrivée du rover Persévérance sur la planète Mars, on en a beaucoup entendu parler. Les recherches de traces de vie humaine, est-ce que c'est toujours quelque chose qui vous passionne aujourd'hui ? Absolument. Je peux vous dire que je suis sortie de l'hémicycle, on devait voter, mais vraiment pour aller voir l'atterrissage sur Mars en direct du rover, toujours ce même sentiment d'exaltation et de découverte. C'est magnifique, ça nous fait nous dépasser aussi de nos problèmes de quotidien. Je dois dire, d'avoir cette perspective et de voir qu'on réussit des choses formidables quand on s'unit à tous. Et justement, la France a largement contribué à ce succès. Un laser notamment a été conçu par Thales, qui est à bord de Persévérance. On parle beaucoup du déclassement français dans beaucoup de domaines, les masques, les vaccins. Est-ce que là c'est la preuve pour vous que la France, elle peut encore être à la hauteur ? Bien sûr qu'on peut être à la hauteur. Déjà, on a des universitaires, des ingénieurs de grand talent. On a des chercheurs de grand talent. Après, ce qui manque parfois, c'est un petit peu le relais financier, si vous voulez, pour investir dans les startups ou les PME pour qu'elles grandissent. Mais sinon, à part peut-être ces dispositifs qu'il faudrait compléter de financement, vous avez des chercheurs d'excellent niveau, des ingénieurs d'excellent niveau et des entreprises leaders qui sont aussi du niveau mondial. Ensuite, vous êtes passé par un autre grand groupe, Airbus, puis en 2016, vous rejoignez Emmanuel Macron et vous devenez député un an plus tard. Vous écrivez dans votre biographie sur votre site « Je soutiens pleinement le projet de transformation de notre pays porté par Emmanuel Macron ». Vous n'auriez pas souhaité devenir député avec un autre parti ? Écoutez, moi je me suis toujours intéressée à la politique, donc j'aurais pu essayer de tenter ma chance, mais c'était tout simplement pas possible. Justement, le choix n'était pas facile parce que je suis assez centriste, plutôt centre-gauche, mais c'était pas évident du tout qu'on nous laisse notre place si on n'avait pas fait toute une carrière politique, et moi j'étais pas une professionnelle de la politique, donc ça aurait été très difficile. Là, avec le candidat Macron, on a eu cet appel d'air vers la société civile et vers les femmes. C'est très important. Il faut savoir que là, on a fait de la discrimination positive et qu'on a été 50% de femmes en capacité à être élues, qui avons été poussées à faire candidature aux législatives. C'est justement un critère qui vous tient à cœur, la parité. Vous avez participé aux travaux de l'association Femmes, Débat et Société pour la présence des femmes dans les lieux de pouvoir. Il était primordial ce critère-là ? Mais pour moi, quand j'étais en entreprise, j'avais déjà un regard parfois critique sur la façon dont l'évolution de carrière des femmes se faisait. Je me rappelle, au bout de 3 ans d'exercice chez Thales, lors d'un séminaire, j'avais fait toute une grille des salaires, j'avais essayé de noter, j'avais demandé à tous les collègues, hommes et femmes, de me donner leur salaire, de bien vouloir me communiquer leur salaire, et j'avais fait une petite courbe pour voir les différences, les disparités hommes-femmes. Donc ça m'a toujours passionnée et puis préoccupée. Et ensuite, vraiment, le cœur du sujet, c'est la place des femmes dans les lieux de pouvoir. C'est pour ça qu'avoir cette chance de devenir députée, d'être au Parlement, c'est déjà un objectif. Pour vous, très rapidement, est-ce qu'on doit arriver à 50% d'hommes et 50% de femmes à l'Assemblée nationale ? Oui, il faut tendre vers ça, et j'espère qu'on va pouvoir, année après année, là on est à 38%, et j'espère qu'on va pouvoir y arriver année après année, peut-être pour la prochaine mandature. Merci Natalia Pouzireff. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. C'est fait, le premier reconstruction
reconfinement local a commencé hier à Nice et dans 62 communes du littoral. Un reconfinement pour les 2 prochains week-ends. Alors faut-il élargir ces mesures aux communes les plus touchées? On voit ça juste après All Star de Smash Mouth sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Fréquence ESJ, il est 20h14. Natalia Pouzireff, députée La République En Marche des Yvelines, est notre invitée ce soir. Et vous pouvez poser vos questions à Natalia Pouzireff. Pour ça, rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ ou sur notre page Facebook. N'hésitez pas sur un sujet qui vous tient à cœur ou qu'on aborde au cours de l'heure à nous envoyer vos questions. On les pose en fin d'émission. La semaine va être cruciale, c'est la semaine de vérité, a déclaré ce matin Martin Hirsch, le directeur de l'AP-HP. Alors que la situation sanitaire semblait stable en France, des villes comme Dunkerque ou Nice suscitent l'inquiétude. Pour faire baisser la pression dans ces territoires, des mesures territorialisées ont été annoncées hier. Une nouveauté dans la gestion de cette crise, Théo Grévin. Natalia Pouzireff, des mesures territorialisées, pour vous, est-ce que ça doit devenir la norme aujourd'hui en France ? Je crois qu'il faut d'abord écouter les élus locaux, s'ils appellent à l'aide, puisque ça a été un peu le cas à Nice, en disant, voilà, on sent que la situation est plus sous contrôle. Ils sont à 99%, je crois, d'occupation des lits de réa, donc il n'y a pas le choix. Et partout ailleurs, si on est aux alentours de 60-65%, tant qu'on peut tenir, on tient, on ne fait pas de confinement. Mais là où vraiment la situation s'impose... Ça veut dire, dès qu'il y a une flambée épidémique, on reconfine une ville, un territoire ? Là où ça se présente, effectivement, là où les hôpitaux sont en souffrance, je crois que c'est toujours un peu ça ce qui dimensionne aussi, c'est la capacité du système de soins en aval. Et il faut comprendre, je pense que ça affole parfois, enfin ça inquiète, pas que ça affole, ça inquiète, et à juste titre les élus locaux, et il faut les entendre, ce qui a été fait dans le cas de Nice, et si ça doit arriver sur Dunkerque... Ça a été fait à Nice, et comme vous venez de le dire, ça n'a pas été fait à Dunkerque. Pourquoi ça n'a pas encore été fait alors que la situation est plus inquiétante à Dunkerque qu'à Nice ? Écoutez, ça dépend de multiples facteurs. Donc, il y a la proportion de variants anglais. Il y a, comme je vous disais, les chiffres de saturation des hôpitaux. Il y a aussi la réserve peut-être en soignants. Moi, des paramètres que je ne maîtrise pas. Donc ça, il faut le laisser effectivement le soin de juger. Mais vous voyez que la décision, elle bascule d'un jour à l'autre. Ça va très très vite. Oui, mais est-ce que là, on ne prend pas des jours de retard? Par exemple, à Dunkerque, il y a 900 cas positifs pour 100 000 malades. À Nice, on est à 600 pour 100 000 habitants. Est-ce que vous comprenez la colère du maire de Dunkerque qui se dit on reconfine à Nice et non pas dans ma ville où il y a plus de malades? Mais là, je crois qu'il faudra dès demain voir ce qui se dit sur Dunkerque, mais je pense que ça peut basculer très très vite. Alors justement, le ministre de la Santé est aujourd'hui à Dunkerque. Selon vous, est-ce qu'on va devoir attendre à chaque fois le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour approuver une décision, ou est-ce qu'on donne plus de pouvoir aux élus locaux ? Non, là, il y a quand même quelques cas très spécifiques. Il y a eu la Moselle, Nice et Dunkerque. Et donc, je crois que ça justifie qu'effectivement, le ministre de la Santé se déplace pour prendre la mesure de situation qui soit assez spécifique. Et pour le reste, non. Je pense qu'on tente à avoir des situations ou des solutions qui s'adaptent, qui s'appliquent à tout l'ensemble du pays avec quelques adaptations, je vous dis, que lorsqu'il y a des cas très spécifiques, et là c'est le cas. Donc pour vous, les préfets, les maires pourraient prendre ces décisions-là de confinement le week-end, de couvre-feu avancé ? Non, moi je crois qu'il faut quand même éviter qu'il y ait 36 000 solutions différentes. Vous savez, c'était un peu le cas de l'Allemagne en fait. Il y a différents Länder et ils avaient tous des politiques différentes, et à un moment donné, le fédéral a repris la main parce que si un autorise de se déplacer d'un Länder à l'autre et pas l'autre, vous voyez, après ça ne marche plus. Donc il faut quand même avoir une homogénéité et des adaptations spécifiques locales que de nécessaire. Des mesures locales sont prises alors que l'incendie est largement allumé. C'est ce qu'a déclaré cet après-midi le professeur Gilles Pialou. Est-ce qu'elles n'interviennent pas trop tard, ces mesures locales ? Moi, je crois que c'est en fonction de la situation, je vous dis, hospitalière et du fait que les indicateurs, il faut pas non plus trop anticiper parce qu'on voit bien que ça freine les gens dans leur vie quotidienne. Il y a des impacts très très lourds si on commence à toucher à l'école, ce qu'on n'a pas fait en France et ce qu'on veut pas faire. Je crois même dans le cas de Nice, les écoles resteront ouvertes. Mais voilà, on a déjà quand même au niveau national des restrictions de liberté. On est semi-confiné, on est quand même confiné à partir de 18h, il ne faut pas l'oublier, et je crois qu'il faut considérer que voilà, on prend ça en dernière expérience si jamais
confinement total en dernière solution ultime. On parle de mesures restrictives dans certains territoires, mais est-ce qu'il est possible pour vous aussi, dans l'autre sens, d'assouplir les règles dans les régions où le virus circule peu ? Moi, je crois que là, on est sur un plateau. Il y a des déplacements de population parce que ce sont les vacances et les déplacements ont été autorisés. Donc pour le moment, il faut attendre de voir au retour des vacances si effectivement il y aura une dissémination. Pour le moment, à mon avis, il ne faut pas bouger sur les règles. Et dans certains territoires où la pression épidémique est très faible, où au final le couvre-feu, parfois il y a des flux importants de personnes, pour vous on ne peut pas desserrer la pression dans ces territoires ? Mais dans ces territoires, on verra, je vous dis, après les vacances, parce que les gens auront bougé, les Français auront voyagé, donc peut-être refaire une analyse après. Et puis, non, j'espère qu'on arrivera à desserrer un peu partout. Mais je comprends que dans des zones rurales, au bord de la mer, mais attendons de voir. Les gîtes ruraux ont fait le plein, les gens sont allés voir dans leur famille. Attendons de voir comment ça se passe à l'issue de ces congés de février. Pour éviter un confinement national, des membres du conseil scientifique ont publié dans The Lancet un avis, instaurer un contrat social où les personnes âgées et les plus fragiles accepteraient de s'auto-isoler. Est-ce que vous êtes pour ? Alors un contrat social, un contrat moral, on ne va pas les faire signer un engagement. Je crois que ce serait un peu une mesure qui se prête pas bien à la situation. Je pense que les personnes vulnérables et les personnes âgées se sont déjà plus ou moins autoconfinés de leur propre chef, si vous voulez, et qu'il y a quand même la notion de responsabilité de l'individu. Effectivement, si on est vulnérable, on prend son risque si on ne respecte pas certaines précautions. Donc il faut quand même garder cette dimension de responsabilité individuelle. Et donc les pouvoirs publics ne devraient pas intervenir pour leur dire... en fonction de votre âge, de vos comorbidités, vous devriez vous pas l'imposer, isoler. Mais je suis d'accord avec vous. On pourrait faire des encouragements, des incitations en disant on vous recommande, on vous incite, mais on l'impose pas. Ça relève de votre responsabilité en tant qu'individu, mais l'encourager, c'est ce qui a été fait en Grande-Bretagne. Mais vous voyez, ça les a pas empêchés d'avoir une épidémie et beaucoup de morts. Mais je crois qu'il faut pas être trop dirigiste, mais il faut s'appuyer sur le bon sens des personnes. Merci Natalia Pouzireff, merci Théo Grévin. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, comme tous les mardis soirs, c'est en direct de 20h à 21h. Mais sachez que vous pouvez retrouver 20h l'invité en dehors de ces horaires. Toutes les émissions sont disponibles en vidéo sur notre chaîne YouTube Fréquence ESJ et en podcast sur toutes les plateformes Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. La vaccination en France s'accélère. Dès jeudi, les Français de 50 à 64 ans atteints de comorbidité pourront être vaccinés. Un nouveau vaccin produit par Johnson & Johnson devrait également arrivé en mars. Au même moment, le patron de l'OMS accuse les pays riches de saper la juste distribution des doses aux pays pauvres. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blangis. Natalia Pouzireff, bonsoir. Est-ce que la France prive de doses d'autres pays ? J'espère que non, mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir de réflexe trop égoïste. Moi, je suis très intéressée par l'initiative COVAX et d'ailleurs, j'en ai parlé avec certains collègues. Je pense que députés de la majorité, on voulait avoir une vraie réflexion là-dessus. Puis en fait, il y a eu les déclarations qui sont arrivées récemment avec justement le président de la République, Emmanuel Macron, qui a poussé. Est-ce que l'Union européenne réserve 13 millions de doses pour l'Afrique et je crois qu'il faut avoir même si tout le monde est impatient d'avoir son vaccin en France, il faut avoir un petit peu de recul et se dire, et je pense que ça doit parler plus particulièrement aux jeunes quand même, d'avoir cette notion d'un peu de morale et d'éthique. Effectivement, puisque 2/3 des doses jusqu'à présent ont été administrées dans des pays à haut revenu. Donc vous le dites comme Emmanuel Macron, il faut donc plus d'équité dans les doses. Est-ce que pourtant en France, certains s'en inquiètent, est-ce qu'on en a assez pour les Français ? Eh bien, écoutez, je pense qu'on en aura assez. On n'en a pas assez pour le moment parce que ça pourrait aller encore un peu vite. On est encore tendu. Il y a eu également des retards de livraison de la part d'AstraZeneca. Voilà, et de production. Et puis, on peut imaginer que ça allait se passer comme ça. Moi, je vous disais, je travaille dans l'industrie. Forcément que vous pouvez avoir quelques incidents qui retardent la production. On devait s'y attendre à ces retards, vous dites ?
Écoutez, ils sont montés en puissance très très vite. Tous les contrats, tout ça a été passé très vite. On ne savait pas lequel arriverait en premier. Bon, ça a été Pfizer. Maintenant, on a les autres candidats qui arrivent. Moderna et AstraZeneca. On a des retards avec AstraZeneca. Vous dites aujourd'hui qu'on aurait pu prévoir finalement ces retards et on aurait pu s'organiser. Mais prévoir, non, mais c'est dans l'industrie. Vous savez que vous n'êtes pas à l'abri. Vous faites d'un retard. Vous faites un plan de gestion des risques. Et c'est comme ça. Mais voilà, on a eu des décalages de quelques jours. Finalement, c'était sur un processus aussi complexe, c'était pas énorme. Donc je crois que là, pour le moment, c'est encore un peu tendu. Et ce sont des semaines où il faut effectivement que chacun garde patience. Et puis à partir du mois de mars, avril, je pense qu'il faudra vraiment se préoccuper de la situation dans les autres pays également, pas seulement regarder nos propres besoins. Des retards pas si énormes, vous dites, Natalia Pouzyreff. Emmanuel Macron promettait que tous les adultes qui le veulent pourront être vaccinés avant la fin de l'été. Est-ce que vous y croyez toujours ? Moi, je crois qu'avec la multiplication là, des sources de vaccins, avec le fait qu'on monte des chaînes très rapidement, que ce soit en France, en Allemagne... Pour vous, ça va se jouer notamment avec le nouveau vaccin Johnson & Johnson qui devrait arriver courant mars ? Oui, mais vous avez aussi... Bon, vous avez le Moderna, mais vous avez l'AstraZeneca, enfin, vous avez... Voilà. Donc une pluralité d'acteurs et puis éventuellement d'autres candidats comme le vaccin russe. Mais aujourd'hui, Natalia Pouzyreff, on a seulement 9% des Français très âgés qui ont reçu la deuxième dose en 3 mois. Est-ce qu'on aura vraiment le temps de vacciner, donc faire 70 millions de vaccinations comme l'espère le gouvernement d'ici le 22 septembre ? Parce qu'en 4 mois, seulement 9% des personnes les plus vulnérables, ça paraît quand même extrêmement peu. Alors pour moi, c'est janvier, février, on n'est même pas à la fin de février, donc je ne sais pas comment vous Absolument. comptez 4. Deux moi, mois. je compte même pas 2 mois pleins. Non, effectivement, 4 mois, ce sont les 4 mois de vaccination au Royaume-Uni, effectivement, qui eux ont vacciné environ 17 millions de personnes sur la même période. Ils sont partis plus vite, ils ont donné des autorisations très rapides, ils ont fait des choix qui sont impliquants, par exemple, en éloignant l'administration de la deuxième dose par rapport à la première dose. Et vous dites qu'ils ont bien fait, donc, puisqu'ils arrivent à vacciner sur le même mois 4 fois plus que nous. Ah non, mais moi je trouve que là on avait des process qu'il fallait respecter pour valider les vaccins. Ça a été fait en décembre, donc on a donné le go, je crois, vers le 23 décembre ou 25 décembre, je ne sais plus exactement. Et après on a déroulé notre politique. Donc vous dites, Natalia Pouzyreff, on a été un peu lent au départ parce que on n'a pas parallélisé. Mais heureusement, et moi je m'étais d'ailleurs, j'avais poussé pour ça, on a rectifié la stratégie et à partir du 10 janvier, on a dit bon ça y est, on ouvre plus largement et je trouve que là voilà, on était en rattrapage sur tout le mois de janvier, sur le mois de février, on est encore en rattrapage. Donc vous dites il y a eu des cafouillages, il y a eu des erreurs au début, maintenant on élargit. Aussi. Des choix que je remets pas en question. Moi par exemple le choix, les Britanniques, en fait ils ont vacciné beaucoup en primo-injection, c'est-à-dire la première injection a été faite et puis ils décalent énormément la deuxième injection. Est-ce que l'avenir nous dira s'ils ont eu raison ou tort? Les fabricants de vaccins, Pfizer, ils recommandent 4 semaines, pas 6. Donc vous voyez, ils ont pris un risque aussi. Et en termes de seconde dose, je pense que la France vaccine plus qu'en Grande-Bretagne. Pourtant, aujourd'hui, on vaccine environ 150 000 personnes en 2 jours. Il faudrait vacciner 400 000 par jour, pourtant, selon plusieurs experts de santé, notamment Yves Buisson, le président du groupe Covid-19 à l'Académie nationale de médecine. Selon lui, il faut vacciner, notamment avec les variants, 70% de la population avant la fin de l'été, mais pour lui, ce n'est pas faisable vis-à-vis des doses qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on doit en commander davantage aujourd'hui? Ah non, mais les doses, on a commandé plusieurs milliards. Donc, au niveau des commandes, il n'y a pas de problème. Les commandes ont été passées. Après, c'est au niveau industriel. Est-ce que ça suit? Et toutes les actions qui sont prises vont dans le bon sens. Elles sont là pour faire venir des fabricants non européens, les faire fabriquer en Europe, déployer tous les moyens industriels. Donc, toutes les décisions qui sont prises vont dans le sens d'avoir un maximum de vaccins, alors qu'ils sont déjà commandés, disponibles sur cette période-là, les 6 mois qui sont devant nous. Merci Nathalie Pouzyreff. Ouais. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESG. Dans quelques instants, on s'arrête sur un sujet qui fait polémique en ce moment. Votre parti, La République En Marche, Natalia Pouzyreff, s'attaque à l'islamo-gauchisme
Selon le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, les extrémistes islamistes trouvent parfois des complices dans certains milieux d'extrême gauche. On voit ça juste après Higher de Clean Bandit sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h30 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk, et les hits, vous les avez toute la journée sur les radios de Fréquence ESJ, celles que vous écoutez en ce moment, mais aussi sur Fréquence ESJ Gold, Lounge, Millennium pour le meilleur des années 2000 par exemple, ou encore Fréquence ESJ Friendly. On est toujours en direct avec Natalia Pouzyreff, députée La République En Marche de la 6e circonscription des Yvelines, et on y arrive, l'islamo-gauchisme, un mal qui gangrène les universités pour la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, un fait social indubitable pour Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. Alors que la polémique continue, 600 universitaires appellent à la démission de Frédérique Vidal. Axel Rebaud. Natalia Pouzyreff, est-ce qu'il y a un problème d'islamo-gauchisme dans les universités en France ? Alors, je ne sais pas si l'islamo-gauchisme fait des ravages dans les universités. Ça, je suis pas en capacité de vous le dire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un débat qui est ouvert et visiblement qui passionne, en tout cas, les intellectuels. Moi, je suis pas sûre que ça passionne tous les Français, même ne serait-ce que tous les étudiants. Justement, vous le dites, ça passionne les esprits, tout le monde en parle, mais est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de l'islamo-gauchisme pour qu'on sache de quoi on parle ? Ça veut dire quoi, concrètement, selon vous ? Alors, il y a toujours eu des mouvances. Vous savez, on a eu les marxistes, les maoïstes. Il y a toujours eu de tels mouvements qui sont plus ou moins bien définis. Moi, je l'apparenterais à ce mouvement de gauche identitaire où, à un moment donné, la gauche, une partie de la gauche, pas toute la gauche, bien sûr, a vu que le discours, le socialisme, l'avenir lumineux ne marchait plus, ne parlait pas à tout le monde, ne parlait pas aux classes populaires, et ils ont décidé, pour ça gauche identitaire, de s'adresser à des minorités en se disant on va rallier à notre cause, on va s'ouvrir un plus grand public. Donc je vois le fait qu'on ait basculé de lutte sociale vers des luttes identitaires. Et donc pour vous, ça, Natalia Pouzyreff, c'est une menace, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Alors, moi, je crois que le débat n'est jamais une menace. C'est très sain qu'il y ait des débats. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Je vous dis, ça reste un peu dans les mains des intellectuels. Je ne suis pas certaine que ça concerne et que ça intéresse tout le monde. En revanche, il ne faut pas que, au-delà du débat, une mouvance préempte justement le débat, parce que ça, c'est antidémocratique. Il ne faut pas, au nom de quelques croyances que ce soit, que des professeurs soient portés au nu alors que d'autres sont empêchés d'enseigner, si vous voulez. Il ne faut pas que ce mouvement préempte les enseignements Néanmoins, Natalia Pouzyreff, jusqu'à encore très récemment, ce terme d'islamo-gauchisme, c'était surtout utilisé sur Internet, principalement par des groupuscules d'extrême droite. Est-ce que vous comprenez que certains aient pu être choqués de voir 2 ministres de La République En Marche employer ce terme ? Moi, je pense qu'ils ont dû constater qu'il y a un problème. On en a tous eu connaissance. Vous savez, quand il y a eu ces réunions là où effectivement on dit les hommes blancs sont exclus, on ne veut pas que Madame Agazinski tienne sa conférence à un moment donné. Donc ça, c'est quelque chose à proscrire dans les universités françaises. Je pense qu'il y a eu des abus. Ça a été trop loin, donc c'est normal que les ministres en charge remettent un peu, si vous voulez, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc effectivement, ils sont garants du fait que l'enseignement reste bien libre, mais de là à dire que, voilà, moi je ne sais pas si la situation est si grave que ça, je ne pourrais pas vous le dire. Vous ne rejoignez pas forcément notre ministre Frédérique Vidal lorsqu'elle dit que c'est un mal qui gangrène les universités. Mais ça, je ne suis pas en capacité de le dire, et je pense que ce n'est pas forcément un débat qui passionne tout le monde, mais je crois fermement à la démocratie, je suis anti toute doctrine. Donc quand les doctrines sont poussées à l'extrême et qu'elles empêchent certains de s'exprimer, que la doctrine soit de gauche ou de droite, ça ne me plaît pas. Donc je dis, il faut faire respecter certaines limites. Après, est-ce que c'est vraiment un problème si important ? Je peux pas. Selon vous, donc c'est une fausse polémique. C'est ce que disait. Il y a beaucoup de polémiques, oui, la là-dessus. ministre Frédérique Vidal. Oui. Je crois que quand le sujet a été abordé, c'était vraiment au détour d'une phrase, et que finalement la polémique, elle a grossi parce que justement c'est un débat d'intellectuels. Alors après tout, laissons le débat aux intellectuels. Tant que, je veux dire, il y a cette liberté d'enseigner est respectée, eh bien, c'est bien. Si on a l'impression qu'elle est menacée, que quelque part le droit des uns n'est pas respecté, eh bien là, il faut regarder d'un peu plus près. C'est ce qui va être fait, je crois. Justement, oui, la ministre Frédérique Vidal a appelé à ce qu'une enquête soit effectuée au sujet de l'islamo-gauchisme. Qu'est-ce que vous attendez de cette enquête, Natalia Pouzyreff ?
Écoutez, moi je sais pas si le terme enquête, là je dois dire je bloque un peu sur le thème enquête. Peut-être que effectivement c'est une question qu'il faut poser aux directeurs d'université, aux enseignants-chercheurs pour voir. Vous êtes contre le fait qu'une enquête soit menée ? Je pense que ça Qu'est-ce qui vous dérange avec ça ? Je pense que enquête, c'est la connotation judiciaire, si vous voulez. Et c'est le mot, je pense, qui a fait réfléchir, qui a fait réagir. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc ce sera 130 universitaires indépendants du gouvernement, du ministère de l'enseignement supérieur, qui vont mener donc cette enquête sociologique. Oui, mais on aurait dû changer le nom. On aurait dû mettre enquête sociologique, peut-être, voyez, enquête ou étude sociologique, ou interrogation, ou sondage. Donc, le gouvernement a fait un faux pas là-dessus ? Non, mais je crois que non. C'est là où la polémique est vaine, c'est que les gens se sont arrêtés sur le mot enquête. Parce que selon Frédérique Vidal, sous l'aspect judiciaire, mais c'est pas ça l'intention. C'est bien de faire un état des lieux. On aurait peut-être dû dire faire un état des lieux. Natalia Pouzireff, selon Frédérique Vidal et Jean-Michel Blanquer, donc il y a des universitaires qui confondent enseignement et militantisme. C'est ça ce qui est reproché à certains universitaires. Donc j'imagine que vous les rejoignez sur ce point. Mais lorsque l'on a par exemple l'économiste Philippe Aguillon, professeur universitaire et conseiller d'Emmanuel Macron, est-ce qu'on n'est pas là aussi dans un enseignement et un militantisme ? Moi, je crois que c'est de tout temps, on a eu ce genre de débat. Les professeurs de philosophie, par exemple, vous avez dû en avoir, et c'était quand même toujours les plus politisés. Et puis, il y a des disciplines qui s'y prêtent. Tout ce qui touche à la sociologie, c'est beaucoup plus difficile de faire un cours de maths ou de physique en faisant passer ses intentions politiques. C'est pas forcément incompatible, enseignement et militantisme. C'est pas nouveau. Non, mais il faut qu'il y ait des libertés qui soient mises. Il faut que les étudiants, quand on leur vante une position, une mouvance comme ça, une idéologie, parce qu'il s'agit bien d'idéologie, il faut aussi qu'ils puissent faire la part des choses. Donc il faut qu'ils continuent à travailler leur esprit critique avant tout. L'esprit critique, c'est ce qui doit guider votre jeunesse. Merci Axel Rebaud. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Pendant que la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, veut s'attaquer à l'islamo-gauchisme, comme on vient de l'aborder, la situation de ceux concernés par son ministère, les étudiants, est toujours critique. Ils sont chaque semaine plus nombreux à faire la queue pour des distributions alimentaires et leur santé mentale se détériore à cause des cours à distance et de l'enfermement. On fait le point avec Bastien Cochet. Bonsoir Bastien. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Natalia Pouzireff. Le terme fait débat au sein de la majorité. Est-ce que vous pensez que cette génération est sacrifiée ? Non, je crois que c'est un terme qui va un peu trop loin. Moi, je pense que il y a eu quand même, par exemple, la génération SIDA qui était très fortement impactée. 56% des jeunes valident ce terme et se considèrent sacrifiés par le gouvernement. Sacrifié par le gouvernement, je pense pas, avec toutes les mesures qui sont prises en plus. Je crois qu'il ne faut pas aller chercher la responsabilité de la crise Covid sur le gouvernement. Et en termes d'aide, quand on voit ce qui est fait, il faut faire clairement la part des choses. Mais pour vous, quand depuis le début de la crise, plus de la moitié des étudiants ont songé à arrêter leurs études, quand parmi les 1,6 million d'étudiants en faculté, un tiers d'entre eux auraient des symptômes dépressifs, que 30% des étudiants ont même eu des pensées suicidaires, pour vous, ce n'est pas une génération sacrifiée donc ? Mais c'est une génération en grande difficulté et c'est pour ça qu'on l'écoute et je suis tout à fait d'accord que c'est très difficile. Non, je pense que c'est vraiment c'est cruel pour la jeunesse, bien sûr. Ils sont privés des relations sociales, ils sont privés ils manquent de motivation forcément. C'est difficile de se projeter dans quoi que ce soit lorsqu'on fait des cours à longueur de journée par visio. Donc ça, on le comprend tout à fait. Alors de l'aide psychologique, il y en a, mais je crois que ça suffit pas. Justement, pour répondre à cette détresse psychologique, le gouvernement a mis en place des chèques pour permettre aux jeunes de consulter 2 à 3 fois un psychologue. Comment est-ce qu'on fait pour ceux qui ont besoin d'un traitement plus long ? Ils se multiplient ces derniers temps, ceux qui ont besoin d'un suivi un peu plus important que 2 ou 3 séances. Non, mais je crois qu'au-delà des 2-3 séances, effectivement, ça peut servir à des étudiants, à des personnes qui vont engager après un processus par eux-mêmes, parce qu'ils ont peut-être d'autres problèmes sous-jacents, si vous voulez. Mais dans un premier temps, il faut surtout de l'écoute, de l'accompagnement, et il faut réouvrir un maximum d'endroits de sociabilisation. Donc on a rouvert les universités pour que les étudiants puissent faire venir Mais pour ces personnes qui veulent être prises en charge, il n'y a pas assez de psychologues aujourd'hui. Il faut rouvrir les bibliothèques, il faut rouvrir, qu'il y ait des endroits et des moments où les jeunes puissent se retrouver. Mais pour l'aide psychologique, comment on fait quand on a
un psychologue pour 30 000 étudiants aujourd'hui en France. Mais là, on part d'une situation qui est pas bonne à la base. Hein. C'est vrai que dans d'autres pays étrangers, vous avez, alors, c'est pas forcément des psys, c'est des accompagnants. En Angleterre, c'est normal, vous avez un counselor. Et ça, en France... oui, mais pour revenir à la France, pour l'instant, il y a un psychologue pour 30 000 étudiants. Frédérique Vidal a promis que ce serait doublé, mais même si on est à 15 000, eh ben c'est 10 fois moins que la recommandation internationale. C'est comme beaucoup de choses. Si vous voulez, nous, on a pris une situation en arrivant en 2017 où, franchement, ce sujet-là oui, mais il y a eu pas 3 été ans. vu Il y a eu 3 ans quand même au gouvernement, bientôt 4. Mais vous voyez, on a fait une réforme budgétaire déjà pour réabonder le niveau de recherche, pour revaloriser le salaire, par exemple, des enseignants. Et là, effectivement, il faut penser à ça aussi pour les étudiants, à ce qu'il y ait plus de conseils, plus d'accompagnement. Je suis d'accord avec vous. Concernant le chèque psy, 5000 étudiants ont demandé ce fameux chèque, à peu près 2000 par semaine jusqu'ici. Plutôt mitigé, et Frédérique Vidal a déclaré sur RTL, le premier travail, c'est d'essayer que les étudiants expriment leur détresse. Est-ce que, ici, les étudiants, ce n'est pas ce qu'ils font depuis des mois, et est-ce qu'elle n'est pas un petit peu à côté de la plaque ? Non, je crois que alors là, déjà, vous avez une réponse individuelle face à un stress. Hein. C'est vrai, chacun aura une réponse différente. Je pense que c'est bien justement que les étudiants puissent s'exprimer, se retrouver, et voilà. Mais la solution, ce ne sera pas que des chèques, ce ne sera pas que quelques heures de psy. Je suis d'accord. Il faut qu'on vise un retour à la normale. Il faut que peut-être plus de lieux, comme je vous disais, soient ouverts, accessibles aux jeunes. Mais est-ce que Frédérique Vidal comprend vraiment les jeunes selon vous quand elle dit que 40% des étudiants ne reviennent pas en présentiel parce que le mode d'enseignement à distance est un mode d'enseignement qui leur convient? Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Alors j'ai fait mon petit sondage auprès de présidents d'université et effectivement il s'attendait à ce que 2/3 des étudiants reviennent et il n'y a qu'une petite... il y a moins de 50% qui revient. Oui. Et je lui ai demandé pourquoi. Écoutez, c'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Certains sont revenus dans leur famille, ne veulent pas refaire le déplacement. Oui. D'autres ont peur de faire les allers-retours parce qu'ils mettraient en danger leur famille s'ils vivent avec des parents âgés ou des grands-parents pas loin. Donc il y a diverses raisons. Oui, selon une étude de l'université d'Aix-en-Provence, c'est d'ailleurs bien plus souvent la peur du Covid ou l'impossibilité d'avoir un logement sur place parce qu'il a dû être rendu, qui est en cause et non pas le fait que l'enseignement à distance puisse plaire. Oui, moi je pense que c'est ça. Il y a donc Frédérique Vidal se trompe lorsqu'elle affirme que 40%. Non, mais quand elle dit que ça leur convient à un moment donné de leur vie parce que parce qu'ils y sont contraints. Ils sont contraints, ils veulent pas faire les allers-retours et que finalement c'est un moindre mal. Mais c'est pas une situation, je veux dire, qui soit enviable pour autant. C'est pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, la France est déjà l'un des pays qui consomme le plus d'antidépresseurs au monde. Est-ce que avec cette crise de Covid, avec cette nouvelle génération qui arrive, est-ce qu'on risque pas de plonger dans une dépression généralisée ? Alors moi je crois qu'il faut voir quand même l'avenir d'un point de vue un peu plus lumineux, que la prochaine rentrée se fera sous des meilleurs auspices. Mais pour l'instant c'est pas la façon dont on voit la majorité des jeunes. Mais que pour les jeunes, ce temps-là ça compte énormément. 1 an, 2 ans d'études quasiment sous Covid, c'est vrai que c'est très pesant. Après, là je m'écarte un peu peut-être du débat, mais je pense que 20 ans effectivement c'est pas l'âge le plus heureux. C'est l'âge où on a besoin d'échanger avec ses pairs aussi pour comprendre pourquoi parfois on a des petites déprimes et autres. Et là, cette situation, elle pèse donc sur eux. Et je pense qu'il faut vraiment qu'ils s'expriment à leur famille, leurs copains. Au-delà des aides psychologiques, il y a aussi des aides financières qu'ont fait le gouvernement, notamment des aides pour les entreprises qui les aident à recruter des jeunes. Mais pourquoi ne pas aider plus largement et plus directement en mettant en place par exemple un revenu étudiant solidaire comme demandé par beaucoup d'associations? Alors, il faudrait déjà qu'il y ait une efficacité, qu'il y ait une mise en œuvre rapide. Ce qui a été décidé, c'est effectivement le premier besoin qu'il faut remplir, c'est s'assurer que chaque jeune a les moyens de survivre. Donc pour vous, pour l'instant, seulement des aides ponctuelles exceptionnelles. Déjà les repas, il faut déjà que les étudiants... 2 repas par jour pour tous les étudiants, 1 euro. Arrivent à se nourrir. Ensuite, il faut les aider à trouver des jobs pour ceux qui en ont perdu, qui payaient leur étude de cette façon-là. Et ça, c'est ce qu'il faut. Il faut parer au plus pressé. Après, moi, je ne suis pas contre un revenu universel sur le principe. Moi, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle le socle citoyen, mais c'est une réforme de grande ampleur qui prend en compte l'impôt et autres, et ça se prépare. Il faut le faire de façon ordonnée. Et là, dans l'immédiat,
quelles sont les réponses les plus rapides. Et il y a eu des aides, il y a eu 200, 100 euros, il y a des postes. Donc peut-être vers un revenu universel pour les étudiants. Merci Voilà. Natalia Pouzireff. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Natalia Pouzireff, vous faites partie de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique à l'Assemblée nationale. Au début du mois, le Sénat a supprimé l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée, aux couples de femmes et aux femmes seules. On détaille le sujet dans moins de 3 minutes. Juste avant, c'est un titre de Rag & Bone Man, All You Ever Wanted sur Fréquence ESJ, It's and Talk. 20h50 sur Fréquence ESJ, It's and Talk, vous êtes bien dans 20h l'invité. Natalia Pouzireff, vous êtes avec nous pour encore une dizaine de minutes. Vous êtes députée La République En Marche, et pour tous ceux qui auraient manqué le début de l'émission ou qui aimeraient réécouter 20h l'invité, l'émission sera disponible en podcast sur toutes les plateformes comme Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. Dimanche, plusieurs centaines de manifestants étaient rassemblés devant l'Assemblée nationale pour dénoncer une procréation médicalement assistée au rabais. En cause, le vote par les sénateurs il y a 2 semaines d'un amendement empêchant aux femmes seules et aux couples de femmes d'accéder à la PMA. Bastien Cochet. Natalia Pouzireff, vous avez voté pour ce projet de loi. Comment est-ce que vous réagissez à la modification des sénateurs ? Bien, écoutez, j'allais dire malheureusement c'était un peu prévisible. Il y a eu quand même des avancées sur certaines parties du texte à un moment donné. Enfin, je veux dire des débats au Sénat, mais finalement ils ont décidé de se retrancher derrière une position qui ne va pas à mon sens dans le bon sens. Est-ce que comme de nombreuses associations ou des sénateurs PS ou LREM, vous considérez que le texte est totalement dénaturé maintenant ? Ah ben, il va être retravaillé, surtout sur ce qui concerne l'extension de la PMA à toutes les femmes. Vous comptez tout rétablir comme à l'original ? Ça va être rétabli, oui. Mais alors, quelle utilité du Sénat à ce moment-là ? Mais il y aura eu un débat, il y a eu des navettes. Et puis là, on n'a pas réussi à se mettre d'accord en commission mixte paritaire. Parce que normalement, on arrive à résoudre nos conflits, si vous voulez, ou nos divergences à ce moment-là, lors des allers-retours, des navettes. Mais lorsque les sénateurs et les députés discutent. Et là, on aurait pu effectivement penser que comme il y avait eu ce vrai débat au Sénat, qu'il y a eu à un moment donné des prises de position. Donc vous comptez dans tous les cas avoir le dernier mot. Ils sont revenus, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Pour vous, et c'est tant mieux comme ça. Et est-ce que vous comptez l'Assemblée nationale a le dernier mot. Donc est-ce que vous comptez mettre peut-être même des ajouts ou alors faire quelques concessions ? Non, je pense que le texte tel qu'il était sorti de l'Assemblée nationale en 2e lecture était le texte équilibré auquel nous souhaitions parvenir, moyennant quelques adaptations. Moi, je suis en faveur de la légalisation des tests ADN. Je ne pourrai pas reporter ce débat-là parce que, a priori, l'article ne sera pas rouvert, parce qu'on ne va pas rouvrir tous les articles. On rouvre que les articles modifiés. Mais voilà. Bon, sinon, globalement, c'est un texte qui, à mon avis, va revenir à l'identique issu de 2e lecture. Avec ce texte, notamment avec la PMA ouverte à toutes les femmes, il y a une peur parmi les citoyens les plus conservateurs, c'est aller vers une GPA, la gestation pour autrui. Est-ce que sur ce point, vous êtes favorable à la GPA ? Alors la GPA, c'est pas une histoire d'être favorable ou pas favorable, parce qu'en fait c'est pas légal en France. Oui, d'accord. Mais il y aurait possibilité de légiférer autour de cette pratique. Et donc non, mais je pense que c'est vraiment une question qui concerne votre génération d'ailleurs, parce que la question se pose déjà. Qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont nés de GPA à l'étranger ? Faut bien leur donner une existence en France, voyez. Donc, moi je suis plutôt pour la reconnaissance de ces enfants-là, ça c'est certain. Et puis sur la GPA en général, parce que moi j'ai connu l'évolution sur l'adoption. Ouais, pour l'adoption internationale, il a fallu la rendre éthique, c'est la convention de La Haye. Et ben la GPA, pour éviter qu'il y ait des fermes à bébés parce que là, Thaïlande, pour l'instant, les sénateurs, dans d'autres pays en Ukraine, les sénateurs ont réécrit l'article concernant l'affiliation d'un enfant né à l'étranger d'une GPA, puisque elle est interdite en France. Ils souhaitent prohiber toute transcription complète d'un acte de naissance étranger, puisque on peut comprendre la logique, puisque c'est interdit en France, on ne le reconnaît pas en France. Oui, mais vous parlez de qui ? C'est l'enfant. De l'État. À partir du moment où... Non mais, on ne le c'est un enfant. À un moment donné, si vous voulez, l'objet, c'est un sujet. Et chaque sujet est un cas particulier. Et ces enfants qui reviennent en France, ils ont besoin d'avoir leur citoyenneté pleine. Et là, vous n'avez pas peur de dérive et que ça incite peut-être à faire des GPA à l'étranger et que ça facilite le... Alors, je ne dis pas d'abord que ça va passer dans ce texte de loi. Je vous donne mon avis personnel. Reconnaissance donc, de ces enfants. Et ensuite, je pense qu'on
on peut se fermer les yeux, fermer les oreilles, enfin faire les 3 petits singes. La GPA, c'est quelque chose qui va, c'est pas que ça se répand, mais ça existe et qu'il va falloir traiter pour que ce soit, si ça se fait dans des cas je dirais, extrême et que ce soit éthique. Sinon, on aura effectivement trop de débordements. Mais ça, c'est votre génération qui va traiter ce sujet-là, c'est pas la mienne. Pour les enfants nés d'un don de gamètes, d'un don de gamètes ou nés sous X, concernant cet abonnement, les sénateurs ont prévu que le donneur puisse accepter ou non, ou refuser l'accès à son identité au moment où la demande sera formulée. Est-ce que pour vous, le principal est toujours là ? On a quand même accès aux données médicales, par exemple ? C'est ce qui pose problème souvent pour les personnes nées sous X. Sur l'accès aux origines, malheureusement, ça fait partie d'un de mes combats de ces 3 ans. Je voulais aussi que le dispositif qui va être mis en place pour les issus d'un don de gamètes, donc ils auront accès à leurs origines si leurs enfants la demandent à la majorité, je voulais que ce soit la même chose pour les enfants nés sous X. Et en France, on a cet accouchement dans le secret qui est hyper protecteur, on comprend, pour la femme qui va accoucher, mais qui ne reconnaît pas ce droit à l'enfant né sous X d'en connaître de ses origines. Mais justement, est-ce qu'on risque pas de mettre en danger la femme qui naît sous X ? Alors moi je pense que qui accouche, pardon. Si lors de l'accouchement on la prévient que, et tout est bien cadré et on lui dit que 18 ans après, éventuellement l'enfant, à partir de ce moment-là, si vous voulez, elle pourra construire son chemin aussi, de son chemin en fonction de ça, en connaissance de cause. Donc je crois que c'est tout à fait possible de la protéger. Elle n'aura absolument aucune obligation. Elle n'aurait aucune obligation de rencontrer cet enfant. Elle peut toujours refuser, si vous voulez. Mais on devrait laisser cette possibilité. Ce n'est pas prévu dans le texte de loi bioéthique. Merci Natalia Pouzireff, merci Bastien Cochet. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. Natalia Pouzireff, c'est l'heure de la question auditeur. On a sélectionné celle de Julie qui vous demande où en est le plan anti-rodéo que vous avez confié Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, en mai 2020. Je rappelle simplement que vous êtes à l'origine déjà d'un durcissement de la loi sur ces rodéos urbains, donc des courses souvent de motards qui empruntent les voies publiques à très grande vitesse. Oui, alors déjà, ça crée un danger, mais aussi l'été, ce sont des nuisances sonores qui nuisent aux riverains dans les quartiers. Il faut savoir que ça peut mettre les gens vraiment sous tension et que ça fait partie de ces incivilités, voire plus. Et alors où on en est de ce plan anti-rodéo qui vraiment ruine la vie des gens. Donc je me permets d'insister là-dessus. Donc on a fait une loi qui est assez efficace, loi de 2018, mais qui a besoin d'être complémentée par des mesures soit d'ordre législatif, soit d'ordre réglementaire. Et là-dessus, on a mené un travail avec maintenant le cabinet de Gérald Darmanin pour durcir, pour renforcer certains dispositifs et notamment rendre la confiscation plus obligatoire. Elle est déjà rendue obligatoire, mais la rendre plus systématique. Et là, il faut qu'il y ait le relais aussi du côté du ministère de la Justice. Donc nous travaillons avec ministère de l'Intérieur et ministère et garde des Sceaux pour arriver à je dirais, résorber une nouvelle loi. Non, il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi. La loi que l'on a faite, elle est très précise, elle est très bien calibrée. Elle est seulement, comme elle est efficace, si vous voulez, certains petits malins ont trouvé le moyen de contourner un peu par des locations, de la multipropriété de motos. Donc, on travaille là-dessus et je pense que, justement, il faut qu'on puisse communiquer un peu plus à ce sujet-là auprès des élus locaux vers le mois de mars-avril, avant la saison bien connue des rodéos. On passe très très rapidement à l'agenda politique de la semaine. Vendredi a lieu la dernière réunion pour les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Elle doit leur permettre d'apporter une réponse à l'action du gouvernement. Natalia Pouzireff, ils accusent le gouvernement, justement ses membres, d'avoir détricoté les mesures. On peut dire que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements ? Alors moi je suis pas d'accord. Il y a un tableau qui est consultable par tous sur le site du ministère qui montre ce qu'a proposé la Convention citoyenne. Toutes les propositions ont été changées pratiquement. Toutes les propositions, en tout cas, elles ont été traitées. Elles n'ont pas été reprises en l'état. Et il y avait que 3 qui faisaient l'objet du veto du président. Et à chacune on a une réponse. Il y a déjà des choses soit qui existent, soit on va traiter. Alors est-ce qu'on
on apportera la réponse que envisageaient les citoyens. Non, par exemple, dire qu'on passe du Alors très rapidement, s'il vous plaît. Dire par exemple qu'on passe du tout thermique au véhicule tout électrique en 2030, c'est demain, ou en 2025, même certains veulent accélérer, c'est demain. C'est tout simplement pas possible. Merci beaucoup Natalia Pouzireff. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. 20h l'invité, c'est déjà fini. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci Natalia Pouzireff d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche de la 6e circonscription des Yvelines. Demain sur Fréquence ESJ, c'est Storytelling, votre émission culture et divertissement présentée par Bastien Cochet. Et Fréquence ESJ est aussi partenaire de l'opération Les agriculteurs ont du cœur. Le but, mobiliser le monde agricole, les industriels et le grand public pour augmenter les dons vers les banques alimentaires qui sont beaucoup sollicités en ce moment. À ne pas rater d'ailleurs jeudi 4 mars en direct sur la page Facebook de Fréquence ESJ, la grande émission caritative. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lesagriculteursonducoeur.fr. Il est 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée en musique. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h, en direct, sur Fréquence ESJ.